Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 12 janvier pour un autre numéro justement de JDD, de Jury du dimanche, qui a le plaisir de recevoir une personnalité éminente. En l'occurrence, c'est le professeur Chérif Salifsi, économiste, chercheur, ancien conseiller de la présidence de la République et ancien conseiller aussi donc, du président de la République, Abdoulaye Wade. Monsieur Chérif Salifsi est membre de plusieurs comités et membre du comité scientifique justement de la Revue internationale des études du département ALIDES de Paris Panthéon-Sorbonne. Il est professeur aussi à l'Institut supérieur justement de la finance de Dakar. Professeur Salifsi, bonjour et bienvenue donc à Bonjour Mamadou, c'est un grand plaisir d'être ici avec toi et ton équipe. Je salue également vos auditeurs. Merci. Avant de commencer donc notre émission, il est bien évident que la tristesse nous envahit. Nous avons appris donc cette semaine la disparition de deux figures de l'intelligentsia africaine, le professeur Seydou Madanissi, ancien recteur, ancien ministre de la Justice et ancien médiateur de la République. Mais il y a aussi Albert Bourgi, qui est un autre Sénégalais, qui a longtemps cheminé avec donc toutes les gauches africaines, mais en même temps aussi qui a bataillé justement pour ses idées. Eh bien, ces deux universitaires professeurs qui viennent de nous quitter, sans doute vous les avez bien connus. Oui, on les a bien connus. C'est des amis, des enseignants éminents, mais surtout des progressistes. Je crois que c'est avec beaucoup de tristesse, de regret que nous vivons leur départ. Donc nous leur souhaitons que leur âme repose en paix. Ils nous font penser aussi à tous les autres qui sont partis. Et cette génération qui est en train, à son tour, de s'en aller. Beaucoup étaient membres du Forum du Tiers-Monde, Ahmad Dansoko, Amadi Ali Dieng. Tous ces gens-là, nos pensées vont à eux. On n'oublie pas aussi Ablaye Bara Diop, Boubali, tous ces gens-là, en tout cas, qui reposent en paix. C'était de grandes personnalités, de grands patriotes, mais surtout des progressistes. C'est ça. Oui, progressistes, voilà le mot, et nous saluons justement leur vaillante âme et nous prions justement pour leur repos éternel. Professeur, si nous revenons donc à la réalité, la conjoncture mondiale en ce moment n'est pas des plus heureuses. On voit un peu partout des situations inédites avec peut-être des tensions, peut-être même ça dépasse des tensions quand on voit aujourd'hui les États-Unis à la limite aller prendre justement un chef d'État, quand on voit la guerre Ukraine-Union soviétique, quand on voit la guerre Ukraine-Russie, quand on voit également la Chine et Taïwan, on a comme l'impression, et peut-être aussi Israël justement avec Gaza, il y a des tensions partout, mais surtout c'est des tensions plus ou moins localisées qui sont comme une sorte de chassé-croisé des puissances. Est-ce que ce monde est dans un désordre? Il est préoccupant, il était prévisible, beaucoup en ont parlé. Samir Amin lui-même a écrit il y a des années L'Empire du chaos. J'ai posté hier un document récent de mon ami Ibrahim Hassen qui prévoyait ce qui se passe nous-mêmes dans nos écrits, surtout mes écrits les plus récents. Nous montrons que nous vivons la fin de la mondialisation heureuse et naïve. C'est comme ça qu'on l'a présenté, le village planétaire. Chacun allait en profiter de manière équitable. On voit ce qu'il en est aujourd'hui avec le retour des blocs et des stratégies d'État. Donc il y a un décrochage réel qui me fait dire d'ailleurs que c'est la fin de la mondialisation économique et que nous entrons dans la repolitisation de l'économie mondiale, c'est-à-dire des rapports de force d'État et autres. On reviendra peut-être sur le sujet, mais c'est ça qu'il faut retenir. La mondialisation, le monde, la conjoncture, tout est en train de se repolitiser. Professeur, avons-nous le sentiment qu'aujourd'hui, force reste à la loi, de moins en moins, mais de plus en plus maintenant, la force reste à la force? Autrement dit, on a comme l'impression que peut-être plus on est fort, plus on a raison. Mais c'est ça, c'est un rapport de puissance. La repolitisation de l'économie mondiale, ça veut dire que c'est des rapports de force entre puissants. Les puissants cherchent à neutraliser d'autres puissants et les moins puissants. C'est ça le problème. Et la différence, c'est que
il y a quelques années, la caractéristique de la mondialisation, c'était la domination de marchés, disons, autorégulateurs, omniprésents. Mais tout ça, aujourd'hui, est tombé. Le marché n'est plus arbitre. Il devient un véritable terrain d'affrontement. C'est ce que nous allons vivre plus intensément dans les mois, les années à venir. Donc, malheur aux faibles. Un malheur aux faibles s'ils ne sont pas organisés. Et s'ils ne s'organisent pas pour transformer certaines faiblesses en force, en stratégie viable, mais pas seulement sur le court terme, mais sur le long terme. Vous avez récemment écrit un article qui a fait réagir beaucoup de monde. Dans cet article, vous dites qu'en vérité, on assiste à une repolitisation justement de l'économie. A-t-elle jamais été disjointe de la politique, de l'économie? Oui, c'est différent avec ce que nous appelions au début des années 80 la nouvelle mondialisation, c'est-à-dire le réseautage, les fusions, acquisitions, le marché autorégulateur. C'est-à-dire, avec cette phase de la mondialisation, le problème, si vous vous souvenez, Fukuyama, il disait que la société culmine avec la démocratisation de type occidental et le marché. Mais aujourd'hui, c'est que tout est en train de s'effondrer. On n'est plus en train, dans un cadre de marché où on essaie de stabiliser les contradictions, on retourne à la puissance et à la force. C'est ça, concrètement, que veut dire la repolitisation. C'est-à-dire les sanctions, disons, le contrôle des chaînes de valeur. Sur ce plan, on va vivre des choses terribles sur le contrôle des chaînes de valeur. On les a perçues. Donc, la géopolitique et la finance reviennent vraiment comme instrument. Et la compétition systémique, surtout, entre les deux très grandes puissances et les puissances secondaires. C'est ça, globalement, que j'appelle la repolitisation de l'économie mondiale. Et dans ce même article qui est remarquable, vous dites également que les marchés ont cessé d'être neutres dès lors que les États procèdent maintenant en retour au premier plan. Ah, c'est fini, le marché neutre, omniscient, autorégulateur, qui va permettre à chacun de se réaliser, c'est fini. Il est fini, il est mort, il n'existe plus. C'est des rapports de force. Vous voyez comment les Américains, à travers leur président, cherchent à déconnecter du multipolarisme, mais ça veut dire tout ça. Et en réalité, quand ça se passe comme ça, une grande puissance se comporte comme ça veut dire que cette grande puissance, elle a peur en réalité. Elle sait que le développement économique et social, c'est des cycles. Il y a, entre l'an 1000 et l'an 1500, c'était l'effondrement de l'Europe, la renaissance de nouvelles nations, mais c'est cyclique. La Chine a dominé à un moment le monde. Vous me permettrez de dire quelques mots sur ça. Si on prend par exemple l'an 1500, après l'effondrement de l'Europe, le premier effondrement, il y avait 3 pôles de développement qu'on identifiait sur la planète. Le rapport entre le premier, le pôle le plus fort, et le troisième ne faisait pas 1 à 2. C'était 1,6, 1,8. Et à ce moment-là, le pôle dominant, c'était la Chine et l'Inde. Le pôle secondaire, c'était l'Europe occidentale. Et le troisième pôle, c'était l'Afrique. Donc l'écart entre la Chine et l'Afrique, si vous regardez les écrits des historiens, c'est ça que ça montre. Le rapport était de 1 à 8. Aujourd'hui, le rapport entre la puissance occidentale dominante du monde et l'Afrique est de 1 à 32. C'est-à-dire que l'Afrique, en réalité, a reculé 32 fois. C'est extrêmement grave. Cette gravité, on va la souligner peut-être on va la souligner dans un petit chapitre. Mais quand on regarde un peu peut-être la géographie mondiale, on s'aperçoit en vérité que voilà, les États-Unis, en faisant main basse effectivement sur le Venezuela, c'est pour empêcher effectivement à ce pays de Venezuela de s'acoquiner avec la Chine, c'est leur expression, avec la Chine et avec la Russie. Parce que commercialement, ils sont en relation avec la Chine et politiquement, ils sont avec donc la Russie. Et la Chine également essaie peut-être de préserver son précaré. Donc, on a comme l'impression qu'il y a 3 pôles qui sont aujourd'hui peut-être en émergence. C'est le pôle des États-Unis avec toute sa périphérie, la Chine dans une certaine mesure et la Russie dans une autre mesure, qui ne souhaiterait pas que l'Ukraine soit peut-être la première frontière de l'Europe avec la Russie, du simple fait que l'Ukraine voudrait rentrer justement dans l'OTAN. Mais en toile de fond, il y a le renforcement des BRICS. Le Venezuela a pris récemment, ces dernières années, des mesures très importantes. Son ancrage dans la Banque du Sud, dans la Banque des BRICS,
les niveaux des ventes avec la Chine, les contrats, la nature des contrats qui ont été signés. Mais c'est tout ça que les États-Unis veulent freiner en mettant en garde d'abord la Russie et la Chine. En réalité, les États-Unis sont plus intéressés par un recul ou en tout cas un blocage du développement de la Chine et de la Russie en tant que puissance dominante sur la planète. Mais c'est ça le problème. Mais la Chine, c'est devenu depuis très longtemps un État stratège. La Chine a compris beaucoup de choses, ses formes d'organisation. D'abord, si on retient le développement de la route de la soie, il y a 3 caractéristiques. D'abord, ce n'est pas simplement un projet d'infrastructure, c'est une architecture de puissance, les chaînes de valeur. J'espère qu'on reviendra plus longuement sur ça. Le deuxième aspect, c'est que cette route de la soie, c'est pour sécuriser ses approvisionnements. Le troisième, c'est un outil de projection scientifique et technique sur la planète. Tout ça... une sorte de domination implicite qui n'est pas encore absolument, une sorte de puissance, pas encore de domination. Oui. La caractéristique de la Russie et de la Chine, c'est qu'elles sont très différentes des Occidentaux. Ils n'ont pas de tradition de colonisation et de domination. Les Russes, c'est une puissance dans une Europe très puissante. Il y a eu beaucoup de guerres avec les Européens. Mais la Chine est un peuple commerçant et c'est un peuple qui a appris à réfléchir sur le très long terme. Par exemple, avec l'Afrique, la Chine se projette sur le très long terme. En Afrique, on pense projet encore aujourd'hui. Je pense que c'est ça, le combat, la grande bataille, comme tu viens de le dire, c'est entre la Chine, qu'il faut bloquer absolument, et bloquer tout ce qui serait tenté d'adhérer justement à ces briques ou de se rapprocher de la Chine et de la Russie ensuite. Et ça, aujourd'hui, concrètement, ce que nous vivons dans ce monde, vers où les États-Unis vont d'ailleurs. Donc, si un ordre ancien est en train de s'effacer, quelles sont les caractéristiques justement du nouvel ordre qui va résulter de ce désordre-là? Mais le nouvel ordre, c'est-à-dire que nous allons vers un monde multipolaire avec certaines caractéristiques et certaines dimensions. Un monde multipolaire avec des éléments fédérateurs dans les différents pôles. Déjà, ce sera la Chine, ce sera la Russie, ce sera les BRICS, autour des BRICS. Et ce monde-là va reposer, j'en suis convaincu, sur des Nations Unies réformées. Parce que ça, c'est fondamental. Les Nations Unies, les fondements des Nations Unies seraient une catastrophique. Les États-Unis aujourd'hui, la situation que nous vivons actuellement les pousse à se réformer fondamentalement, donner plus de place à l'Afrique et autres régions du monde marginalisées. Donc, il n'y aura pas une domination, à mon avis, de la Chine, de la Russie, qui ont le droit de viser leurs intérêts. C'est pour ça que les Africains doivent beaucoup travailler pour faire des offres. Ne pas attendre qu'on leur fasse simplement des offres. La tendance, ce sera ça. Il y aura des pôles dominants, à travers le monde, mais particulièrement le grand pôle qui va se former, ce sera le pôle des BRICS, mais qui ne sera pas dominant à la manière des États-Unis. C'est-à-dire, il y a une libération, ce sera un pôle qui va propulser les autres régions du monde vers une souveraineté plus élargie. C'est ça, la souveraineté, elle sera toujours réduite dans un monde ouvert, mais l'ouverture sera là. Il y a un éclatement du monde, mais il y aura des interconnexions nouvelles qui vont se faire. Je crois que c'est ça les tendances. Mesdames et messieurs, vous suivez donc JDD qui reçoit effectivement le professeur Cherif Sadibsi, enseignant chercheur et président du Forum du Tiers-Monde. Mais monsieur, si vous revenez de la Chine, oui. Je sais que vous avez participé à un forum qui commence maintenant à avoir une audience mondiale, dans une université également de grande notoriété. Oui. Vu de Chine, comment le monde se dessine? Les Chinois, j'étais avec un ami qui me posait la question. Lui, son souci, c'était de savoir comment la Chine voyait l'émergence, les plans d'émergence par-ci, par-là en Afrique. Je lui ai dit, bon, je vais t'emmener des collègues, tu vas leur poser la question directement et tu verras la réponse. Mais c'est extraordinaire le comportement des Chinois. Ils ne disent qu'une chose. Nous étions dominants, disons, la première puissance. Ils n'aiment pas le mot domination. Ils disent, nous étions la première puissance,
nous avons perdu sa place. Irrémédiablement, nous allons retrouver cette place. C'est extraordinaire, cette détermination. Et puis, les métamorphoses que la Chine a faites jusqu'ici, qui se sont appuyées sur les 4 modernisations. Je rappelle, les 4 modernisations, c'est la politique pensée par Chou En-lai et mise en œuvre par Deng Xiaoping. Contrairement à ce que les gens disent, il n'y a jamais eu de rupture. Deng Xiaoping n'a jamais rompu avec la vision de la Chine qui retrouve sa place dans le monde. C'est ça qui se passe. Mais aujourd'hui, ils arrivent à un achèvement quasiment des 4 modernisations. L'agriculture est modernisée, l'industrie est modernisée, la sécurité, on n'en parle pas, la Chine est à un niveau de sécurité extraordinaire, le développement de la science et de la technologie est extraordinaire. Aujourd'hui, la vision de la Chine, et c'était l'objet de la rencontre où j'étais il y a exactement un mois, c'est des modernisations plus humanistes. Et ça, c'est un message très fort pour la Chine. C'est-à-dire qu'il faut que le monde soit un monde pour tout le monde, où chaque peuple puisse prendre ses décisions lui-même et se réaliser dans le nouvel environnement. C'est un message, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Et à travers ce message, j'ai fait effectivement une communication qui est une contribution, je la publierai récemment, qui parle des nouveaux modèles de financement du développement, non pas dans le libre-échange imposé par les Occidentaux, qui est un libre-échange fondé sur, disons, comment on l'appelle encore, les avantages comparatifs, mais un libre-échange fondé sur des avantages coopératifs. C'est une véritable nouveauté et les Chinois ont emprunté cette perception du nouvel libre-échange à Hugo Chavez, aux organisations d'Amérique latine. Donc un libre-échange fondé sur la coopération entre les peuples. Donc, professeur, si je comprends bien, après votre détour par la Chine, qu'en fait, pour comprendre le monde, il faut comprendre d'abord sa société. Ah, tout à fait. Il faut comprendre sa société, pour qui on est, d'où on vient, comment il y a eu les empilements de résistance, c'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que, historiquement, jamais une génération présente n'a jamais changé un pays. C'est un empilement de lutte. Si vous prenez l'Afrique, depuis 1500, les Africains résistent. La longue route est pavée de sang. Les Garang Kouyaté, les Aline Sitoé Diatta, les Cheikh Anta, les Nkrumah, ça va continuer jusqu'à l'achèvement. Et l'achèvement ne sera jamais une souveraineté totale. Elle sera relative dans un monde multipolaire, mais nous aurons plus de marge de manœuvre dans les grandes décisions, particulièrement sur des décisions dont on discute toujours, la question de la monnaie. Et pouvoir agir sur les leviers de la monnaie, ça c'est une bataille que nous devons faire, sans perdre de vue que la monnaie, ce n'est qu'un instrument parmi d'autres instruments pour le développement économique et social. Et aujourd'hui, il y a un bouleversement. L'instrument qui va paraître le plus important dans ces autres leviers, ça va être vraiment dans le domaine de la science et de la technologie. Pensez-vous que dans ce bouleversement qui s'opère à une échelle très très vaste, donc à une échelle presque mondiale, ce même bouleversement peut représenter aussi une sorte de chance pour un continent comme l'Afrique? Oui, ça va être une grande chance pour un continent comme l'Afrique en termes d'éducation civique, parce que la grande faiblesse de l'Afrique, à mon avis, et c'est quasiment tous les pays africains depuis la période des indépendances, et je commencerai par le Sénégal. Le Sénégal a commencé à virer vers les années 1963. Quand je dis virer, je veux dire délaisser le citoyen et s'occuper de l'électeur. Et tous les bouleversements que nous connaissons ces dernières années, ah oui, c'est très différent. N'est-ce pas? On se soucie d'avoir des électeurs et on néglige la formation civique de la population. Mais l'électeur est citoyen parce qu'il accomplit justement un acte mais citoyen. il n'est pas éduqué. C'est ce qui explique le désordre. On ne respecte plus rien. On n'a plus grande conscience des enjeux mondiaux. Prenez la région Afrique, que l'on soit de l'ancienne colonie portugaise, anglaise ou française, on est logé à la même enseigne. C'est la seule région du monde qui continue depuis l'an 1500 à être déterminée par l'extérieur sur tous les leviers du développement.
Il faut que les Africains rompent avec ça. Et pour rompre avec ça, il faut éduquer la population. Mais pendant ce temps, maintenant, l'Afrique est considérée simplement comme un réservoir de richesse. Ça a beaucoup changé. Il faut rompre avec ça. Oui. Et c'est la nouveauté vers laquelle nous entrons. En tout cas, moi, j'appelle à ça que l'Afrique cesse d'être un terrain d'extraction pour devenir un sujet stratégique. C'est ça la bataille du continent. Ça ne peut pas se faire sans éducation sur les questions stratégiques du monde. C'est la réflexion et les idées qui mènent le monde. Et cela est prouvé de plus en plus à l'époque où nous vivons. Éduquons cette jeunesse africaine. Et en attendant peut-être d'être justement dans cet environnement qui serait très favorable pour l'Afrique, on assiste maintenant à des négociations qui se passent dans le dos de l'Afrique. On assiste justement à la fixation des prix des matières premières ailleurs qu'en Afrique. Et certainement, Mandela disait que peut-être, si tout se fait sans moi, c'est que ça se fait contre moi. Mais tout à fait. Le prix, la fixation des prix est un enjeu important. C'est pour ça que vous avez 4 bourses mondiales où on détermine les prix. On choisit à votre place ce que vous produisez. Je suis très content que la Guinée se penche sur cette question précisément, d'avoir la capacité de fixer elle-même le prix de sa bauxite. On peut dire effectivement que l'Afrique est riche de ce qu'elle n'utilise pas et pauvre de ce qu'elle a, pauvre de richesse qu'elle a, mais dans l'incapacité de déterminer les prix, le continent reste faible. Il y a beaucoup d'enjeux sur cette question-là. Les Africains y travaillent, je le sais. Ils y travaillent à l'Union africaine, à la Commission économique, dans les communautés régionales, mais c'est un grand problème, point de faiblesse et une anomalie historique, on peut le dire. C'est vraiment une anomalie historique, je crois, et qui persiste. Le résultat de tout ça, c'est la dépendance, l'extraversion, la vulnérabilité. Et ce qui fait que si vous prenez la configuration des États africains, je ne suis pas méchant, mais je dirais que nous avons sur le continent des États faibles, des États faillis, des États mous, des non-États. Je crois que c'est ça la configuration. Oui. Il faut qu'on retrouve la dignité. Elle compte aussi pour que notre population puisse s'épanouir sur le continent dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est des batailles qui demandent la préparation d'experts, d'expertise, de compétences, etc. Vous vous souvenez, le Venezuela, l'Argentine, la première fois qu'ils ont découvert le pétrole, commençaient à l'exploiter. Il n'y avait pas un seul technicien, un seul expert compétent sur la question. Donc, le gouvernement a chargé le Premier ministre de s'en occuper. Et il a réglé le problème. Oui. En 1 an et demi, ils ont formé en partenariat avec des pays amis, des pays qui ont commencé avant, particulièrement l'Algérie en Afrique. Et aujourd'hui, ils ont une expertise redoutable. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Quand vous décrivez un peu le continent, en essayant peut-être de hiérarchiser un peu les grosses difficultés auxquelles tous ces pays-là sont confrontés, on a comme l'impression également qu'il manque à l'Afrique une voix audible. C'est-à-dire une voix à la limite qui unifie, mais qui parle au nom de l'Afrique et qui est écoutée et entendue justement par les Africains. Mais oui, ça, nous l'avons dénoncé déjà lorsque nous travaillions sur le Népal et plus récemment encore. C'est-à-dire, consciemment ou inconsciemment, il y a une compétition en Afrique entre États. Et les Occidentaux jouent aussi sur cette compétition, qui fait que nous avions, je ne vais pas les citer, mais 4 grands pays en Afrique qui organisaient l'invisibilité relative d'autres États qui étaient très petits, mais plus forts au plan diplomatique. Et c'est cette querelle qui fait que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu ce poste au Conseil de sécurité. Je crois qu'il faut sortir de cette situation, agir ensemble, avoir des journaux continentaux, à orientation continentale. C'est un grand problème. La presse, c'est fondamental. Nous en parlerons une autre fois. Et à ce moment-là, on aura des leviers diplomatiques dont on pourra dire que c'est des leviers qui nous appartiennent à tous, parce que nous avons décidé d'agir ensemble. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Et on me dira que l'Europe est dans la même situation. L'Europe, sa grande faiblesse, ce n'est pas notre sujet. L'Europe n'a pas d'armée.
avec une coordination européenne. L'Europe n'a pas de politique étrangère avec une coordination européenne. L'Europe, c'est l'éparpillement. Il faut qu'on tire les leçons de ce qui arrive à l'Europe pour agir en Afrique. L'Afrique peut faire des sauts. Ne pas avoir une démarche linéaire, comme le disait Rostov, des étapes, avec la graine qui est née dans les pays occidentaux, qu'il nous suffit de prendre, de semer pour suivre la même voie. Non, il y a des étapes qu'on peut sauter en apprenant des échecs des autres sur certains points. Maintenant arrive peut-être le point d'inflexion où il faut repenser certainement la gouvernance pour lui donner une autre logique qui montre qu'en vérité l'Afrique même peut-être maintenant a assis ses priorités de développement sur peut-être l'utilisation de ses ressources, la production justement de ces matières premières, mais en même temps aussi le ruissellement de toutes ces richesses-là vers les populations qui en sont peut-être les premiers bénéficiaires. Il faut le dire très honnêtement, ne serait-ce qu'en pensant à toutes les résolutions pour la Palestine, ce n'est absolument pas le droit qui structure le monde. C'est la force depuis très longtemps. J'ai parlé du travail de Samir sur l'empire du chaos. Et justement, les nouvelles tendances de l'économie mondiale, c'est de faire agir le droit. Avoir un droit partagé, mais ce droit, cette gouvernance, doit partir d'une réforme fondamentale des Nations Unies. Jusqu'ici, c'était le droit du fort. Et puis, c'était des institutions créées en dehors des gens à qui tout ce dispositif était censé être destiné. Ce n'est pas possible. Il faut que le droit gouverne le monde. Autrement, ça ne marche pas. Dans nos petits pays, le droit, souvent, nous avons nos responsabilités. On culpabilise très souvent les Occidentaux. Mais le maillon faible, c'est la corruption et le respect du droit. C'est extrêmement grave en Afrique. Bon, la corruption, on a appris aux Africains comment marcher de travers, etc. Ça, il faut le dire. Les Occidentaux passent leur temps à allumer de petits feux sur le continent que j'appelle les foyers, disons, la guerre de basse intensité. Je crois que c'est ça. Des divergences politiques entre grands leaders, on fait tout pour qu'ils se séparent, pour qu'ils ne marchent pas ensemble. Au sein des pays, on allume des feux. Et si vous le regardez d'ailleurs sur le continent, l'essentiel ou la plus grande partie des conflits dans nos pays opposent des gens du même pays. C'est extraordinaire. Et à chaque fois, vous vérifiez, vous verrez, si ce n'est pas suggéré par les Occidentaux, il y a leurs mains, et les Africains continuent à vouloir demeurer dans cette servitude très clairement volontaire. Ça veut dire que donc, les Africains sont en partie responsables également de ce qui leur arrive. Je crois qu'il faut changer tout ça, autrement ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Il faut véritablement travailler sur la gouvernance à partir des États-nations, mais également au niveau international. La gouvernance mondiale au sommet, chez les puissants, elle est très étendue. Ça, je crois que la faiblesse plutôt de la gouvernance. On peut avoir la faiblesse de croire quand même que c'est les appétits de pouvoir qui suscitent un peu toutes ces convoitises et toutes ces tentations aussi de rester au pouvoir ad vitam aeternam. Oui, ça peut exister. Les gens, quand ils ont déconné, quand ils font des choses qui ne sont pas... Souvent, c'est, je ne dirais pas le système, mais c'est le fonctionnement, l'absence de sanctions, même quand c'est écrit, quand ce n'est pas appliqué. Les gens vont de travers. D'ailleurs, on le remarque quand on lit, en tout cas au Sénégal, certains rapports de la Cour des comptes, surtout de la commission de vérification. Et il est clair qu'on voit que des gens fautent parce que c'est la manière dont les choses marchent qui leur pousse à fauter. Mais souvent, au départ, il n'y a pas une volonté vraiment d'entrer dans la corruption ou de piller. Donc là aussi, il y a un problème quand même d'éducation et qu'on se réorganise. Mais il y a ce que vous dites, Moi, je crois que les problèmes sont extrêmement graves. On les sous-estime, on les minore, parce que les gouvernements aussi n'aiment pas, il faut le dire, le politique en général n'aime pas le citoyen émancipé, qui comprend les choses, qui comprend comment ça fonctionne. Et il a toujours peur du citoyen émancipé, et c'est un tort. Le citoyen émancipé
peut beaucoup lui servir dans sa gouvernance. C'est plutôt un avantage et non un inconvénient. C'est ça. Le pouvoir aussi, c'est être capable de renoncer à certains aspects du pouvoir. C'est ça le pouvoir. Tout à fait. Ben, c'est bien beau, c'est bien dit. Professeur, si on aborde la question du Sénégal, de son image, est-ce que la signature du Sénégal, elle vaut sur le plan international aujourd'hui? Je fais allusion peut-être maintenant aux nouvelles acquisitions en termes de richesse, le pétrole et le gaz qui sont justement un enjeu mondial. La perception est très différenciée à travers le monde. Mais il ne faut pas se laisser piéger par la manière dont certains milieux africanistes ou certains jeunes perçoivent le Sénégal et la dernière alternance qui s'est produite. Je crois que disons, c'est bluffant, parce que simplement, ces gens, ces jeunes, non éduqués, certains panafricanistes, à qui il reste à comprendre beaucoup de choses, et leur position, c'est la colère. Quoi qu'il arrive, certes, ils sont favorables à certains changements. Mais on doit être attentif. Colère plus impatience aussi, non? Mais bien sûr, il y a la colère et il y a l'impatience. Il y a la colère et il y a l'impatience. Quand vous avez, par exemple, au Sénégal, une population active, c'est-à-dire près de 10 millions de personnes formées très souvent, parce que depuis quand même 30 ans, la jeunesse africaine sénégalaise et africaine est de mieux en mieux formée. Quand vous prenez donc une population active de 10 millions, formés, capables de travailler, qui cherchent du travail et qui ne trouvent pas du travail. Et tu regardes le secteur public et le secteur, disons, productif moderne, le secteur privé, peine à employer réellement 600 000 personnes de manière formelle avec des revenus décents. Et c'est préoccupant. C'est très préoccupant. Il y a donc la colère. Mais on ne peut pas laisser de côté, c'est ça un aspect très important, pas plus important que le premier dont je viens de parler, le regard des autres, ceux qui investissent, ceux qui souhaitent agir en partenariat pour un développement économique et social qui profite d'abord à notre pays. Leur regard est important. Malheureusement, la configuration du monde et la manière dont elle marche a induit en tout cas une rupture déjà à partir de 1994. Cette période est importante parce que c'est la période où ce ne sont plus les gouvernements amis qui financent les États, mais c'est le marché qui finance les pays. Oui. Moi-même, je crois que j'ai été l'un des premiers ou le premier à écrire à cette époque, en 1994. Et il y a un glissement. C'est le marché désormais qui finance les États. Il faut que deux pays prennent les devants, commencent et aillent sur le marché pour trouver des ressources. Ça, je l'ai écrit en 1994. Et lorsque le marché, la tendance devient que le marché finance le développement, mais apparaissent les agences de notation et un rôle prépondérant de la banque et du fonds. D'abord, ils ont une position morale et puis à partir aussi d'un travail technique. C'est eux qui donnent les indications. Est-ce qu'un pays est vulnérable relativement à son endettement? Est-ce qu'un pays est solvable? Est-ce qu'un pays liquide? Mais ces signaux sont importants pour ceux qui veulent investir. Oui. Mais aujourd'hui, un énorme pas a été franchi avec la part de la gouvernance, tu viens de le dire, mais ceux qui veulent investir aujourd'hui regardent trois choses. La question énergétique, elle est fondamentale, la gouvernance, la vision stratégique et la stratégie de développement économique et social. Est-ce qu'on est dans la collection de projets qui s'enchevêtrent ou est-ce qu'on est, comme je l'ai dit par rapport à la Chine, dans une vision vraiment à long terme, dans une vision réellement prospective? C'est ça qui inquiète les gens. Mais en tout cas, le premier point, le premier souci, ce n'est pas que les États soient simplement capables de rembourser la dette. Ils trouvent toujours les moyens pour que les pays payent la dette, les ajustements structurels, c'est fait pour ça. C'est organiser des pays pour qu'ils réunissent les conditions du remboursement de la dette. Mais la gouvernance est fondamentale et je crois qu'il faut que nos pays en fassent une priorité. Est-ce que l'exercice du pouvoir a été pensé avant d'arriver au pouvoir dans un certain nombre de pays, je ne sais pas, peut-être pour le cas du Sénégal aussi? Très souvent, c'est ce qui fait que ceux qui viennent d'arriver ont des problèmes. Mais particulièrement, ce gouvernement du Sénégal, il y a beaucoup de problèmes. Quand tu regardes le nombre de directeurs,
le nombre de ministres, ceux qui ont été des hauts fonctionnaires, ceux qui ont gouverné, c'est ça. Mais on peut n'avoir pas été ministre, on peut n'avoir pas été directeur et étudier réellement les problèmes de l'exercice du pouvoir. Ce ne sera jamais parfait. Et je renvoie d'ailleurs, je fais de la publicité, il faut vraiment les livres, je ne citerai pas d'auteurs, qui insistent sur l'exercice du pouvoir. C'est une question de fond. C'est une sorte d'apprentissage. Parce que l'état fictif n'a rien à voir avec l'état réel. J'ai vu beaucoup de chefs d'État, quand ils sont arrivés, quand la passation est faite, qu'ils découvrent l'état réel, ils ont commencé à avoir de la sueur. Hein. Oui. C'est affolant quand on vous prend de la situation réelle du pays. Mais ça, c'est des choses qu'on peut combler. Et si l'administration est bien gérée, et je pense que la nôtre a été saluée par les Occidentaux, les Américains et autres, l'idéal, c'est de continuer à s'appuyer sur cette expertise qui est encore en place, qui connaît l'histoire, qui connaît le passé, pour aider à sortir de cette situation. Mais l'exercice du pouvoir, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On apprend et on apprend aussi par les autres. Je crois que ça, c'est un problème. J'ai connu un chef d'État, ça ne me gêne pas de le citer, c'est un chef d'État qui est un ami, Thabo Mbeki, quand il est arrivé au début, il m'a dit, Chérif, j'étais avec son conseiller principal, Weizmann, il me dit, moi, je n'enlèverai pas de ministre avant 2 ans. Parce que moi-même, j'ai appris et je sais qu'on ne peut pas connaître l'État en 2 ans. Il faut que les gens, on les laisse travailler un peu. Mais aujourd'hui aussi, les gouvernements, ça il faut le dire honnêtement, sont divertis par les réseaux sociaux. On ne prend pas de décision à partir de ce qui passe sur les réseaux sociaux. Il faut aussi que certaines personnalités très très compétentes arrêtent de faire des injonctions ou des interpellations chaque seconde à un gouvernement qui est dans des difficultés énormes et qui veut travailler. Et puis si je prends le Sénégal, qu'on le veuille ou non, on est sorti d'élections. Un gouvernement légitime est installé. Une opposition solide doit travailler, faire la réflexion et faire les critiques. Mais on les laisse aussi leur chance de montrer ce qu'ils savent faire et de réussir. Parce que quand même, au fond, ça me perdure moi, de souhaiter de voir les gouvernements échouer. Parce que c'est la République. Oui. Il s'agit de la République. Et sans la République, nous ne serions pas ensemble. Il faut aussi que ceux qui gouvernent sachent que c'est la République qui est au-dessus de nous. Et que leur devoir aussi, c'est d'impliquer, à eux d'étudier les modalités pratiques, la manière de se faire. Mais on ne peut pas laisser en marche certaines réflexions, souvent qui font l'objet de très peu de contestation, ou en tout cas souvent invalidées. Je crois que ça aussi, on ne dirige pas un pays simplement à partir d'un gouvernement et des directeurs généraux. Ce n'est pas possible. Il y a une expertise qui est là, qui doit servir. Je ne dis pas qui veut servir, qui doit servir, et souvent aussi qui est jeune. Donc, pour revenir sur la gouvernance, je dirais que c'est un point de priorité qui demande crédibilité et des priorités claires dans l'agriculture, dans l'industrie et surtout dans la formation des ressources humaines. C'est ça. Nous sommes dans une période assez sensible où toutes les forces politiques tentent de s'accrocher peut-être à un débat qui probablement aurait dû être simplement un débat entre techniciens ou entre spécialistes, c'est-à-dire c'est autour de la dette vis-à-vis justement des créanciers. Mais on s'est aperçu qu'en vérité, c'est des positions plus ou moins radicales qui se sont exprimées. Est-ce qu'il y a une façon plus lucide d'aborder la question, mais qui ne perturbe pas un peu peut-être l'ordonnancement des choses dans notre pays, mais en même temps aussi qui ne décrédibilise pas le Sénégal lui-même vis-à-vis justement des institutions qui ont été des prêteurs en dernier ressort? Moi, la dette, effectivement, ça fait 2 ans qu'on en parle. 2 ans qu'on en parle. Moi, j'ai écrit quelques articles, mais plutôt pédagogiques. Et dans ces articles, j'ai décrit comment fonctionnaient les grandes institutions qui soutiennent les différents pays. Mais c'est vrai qu'à y regarder de très près, beaucoup de réactions, même beaucoup d'articles traduisent surtout, à mon avis, je le dis modestement, sans aucune prétention, beaucoup de réflexions qui sont produites traduisent plutôt un besoin de connaissance.
Il y a des gens très politiques dont l'attitude, c'est de contrer coûte que coûte. Il faut toujours contrer le gouvernement, quitte à mettre le désordre, à raconter n'importe comment, n'importe quoi. Mais je dis que la dette, quand même, ce n'est pas tel qu'on la voit toujours. La dette, c'est un instrument qui peut servir, mais il y a d'autres instruments, peut-être en amont, plus importants. On paiera la dette, j'en suis convaincu. Ouais. Et ces instruments, vous l'avez dit toujours tout à l'heure, c'est la signature de l'État, c'est-à-dire sa parole économique. Le gouvernement doit se focaliser sur sa parole économique, le respect des engagements, mais motivé, instruit et motivé. On ne prend pas des engagements n'importe comment, ça fait partie du pouvoir. Donc, crédibilité financière, cohérence politique, qualité des emprunts, c'est surtout ce qui compte en matière de dette. Aussi, la dette, ce n'est pas un problème. Il faut un État stratège qui puisse travailler sur la question pour emprunter avec une bonne maîtrise du droit de la dette, de l'économie de la dette et de la gestion de la dette. Ce sont ces trois niveaux. Comment on s'engage? Quel est le droit de dette? Quelles sont les conditions juridiques de l'engagement que prend un État? Ensuite, est-ce que, au plan économique, les objectifs pour lesquels on a emprunté sont suffisamment satisfaits? Et le reste, c'est la gestion de la dette. Mais on arrive maintenant à une situation où on continue à parler de la dette et les dernières propositions, je crois que ça vient de là. Faut-il restructurer? Faut-il reprofiler? Faut-il faire une restauration? Et à ce propos, le Premier ministre qui s'exprimait récemment en recevant le Premier ministre mauritanien dit clairement et nettement sur une question sur laquelle il a été interpellé. Personnellement, j'ai écrit en disant qu'il faut combiner les trois. Ça, c'est personnel. Ce n'était pas une adresse que j'ai faite au gouvernement. J'ai bien regardé. Reprofilage. Je continue à croire qu'il n'y a pas une solution. D'ailleurs, il n'y a pas de problème qui a une seule possibilité de sortir. On mixe les trois, mais quelle que soit la forme retenue, il y aura des dégâts économiques et sociaux. Il faut pouvoir les contenir. Et à ce moment, c'est le Premier ministre qui a les dossiers en main. Personnellement, je préfère le laisser faire. Il a réfléchi, il a pris des conseils. Il sait que pour lui, les coûts d'une restructuration peuvent être très élevés. Il y a des avantages donc et des inconvénients, mais les coûts aussi d'un redressement peuvent parfaitement conduire à des problèmes sociaux, des tensions sociales importantes. Et quoi qu'il en soit, je sais ce qu'il veut éviter. Les créanciers ont le droit et ils récupéreront leur argent. Ils récupèrent l'argent d'une façon ou d'une autre. Mais il faut éviter que ça ne se traduise pas par ce qu'on a connu avec l'ajustement structurel. Je crois que des restrictions, des vivres coupés, des entreprises fermées, des ménages qui ne peuvent pas suivre le rythme, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut laisser le gouvernement, à mon avis, prendre sa responsabilité et faire le meilleur choix possible. Un choix réaliste, faisable concrètement et soutenable pour la population. Parce que c'est quand même très compliqué le problème de l'endettement, le niveau d'endettement où nous en sommes. Une chose est sûre, cela va être extrêmement dur d'ici 2030 pour le Sénégal. C'est des montants énormes qu'il faut rembourser. Je crois qu'il faut qu'on ait de la retenue de toutes les parts. Mais est-ce qu'il est possible de combiner remboursement d'une partie de la créance et en même temps aussi investissement sur des projets qui sont peut-être créateurs d'emplois? Les choses peuvent être facilitées, surtout en termes de taux d'intérêt. Le Fonds monétaire ne finance quasiment pas les États. Il y a une sorte de caution morale, une caution technique qu'il apporte au pays. Ça aussi, on l'oublie souvent. Les sommes que nous recevons sur une année, sur une période, peuvent être 5 ou 10 fois plus importantes que ce qu'apporte le fonds. Je l'ai dit tout à l'heure, le fonds, c'est un signal. Quand vous êtes en bonne relation avec le fonds et les agences de notation, leur parole compte.
Il y a des pays d'ailleurs qui n'ont rien signé, qui ne reçoivent rien du fonds, mais qui restent membres du fonds. Tout à fait. Parce que être avec le fonds, Ça vaut mieux vous que êtes fréquentable. Oui, ça vaut mieux Et que la d'être force en- du fonds, c'est que la force du fonds, c'est que pratiquement le pays l'a fait. Et je dis au passage, mais le Sénégal, sur près de 3 ans, n'a pas reçu, n'a pas demandé un sou au Fonds monétaire avec l'ancien régime. C'est arrivé. Et les pays comme l'Algérie, d'autres pays ne demandent pas de l'argent à des moments précis. Mais je disais que le fonds, vous avez quelqu'un qui veut vous prêter, le fonds certifie par sa position, son compagnonnage, que vous êtes un pays crédible, votre signature est valable, mais il vous dit, bon, moi je veux prêter ce pays à 6%, mais le fonds peut simplement dire, non, c'est un bon pays, nous nous engageons, nous sommes à côté de ce pays qui fait du bon travail, nous saluons le travail qu'ils font, mais mettez-leur 2 ou 3%. C'est arrivé partout sur la planète et à ce moment-là, ça, ce n'est pas à négliger. Mais le président de la République, le Premier ministre a parfaitement raison. Il ne faut pas quand même qu'on nous amène sur des dégâts dans la société en disant, avec un montage mal fait avec les options, l'option en tout cas qu'il va choisir ou telle autre option. Je crois qu'il faut éviter ça. La politique qui consiste à gouverner par la gestion de la contrainte budgétaire, ce qu'on appelle l'ajustement structurel, ça c'est extrêmement grave, ça fait des dégâts dans une société. Voilà, donc JDD qui continue toujours reçoit en ce dimanche 12 janvier donc, le professeur Chérif Salifsi, économiste, enseignant-chercheur et président du forum du tiers-monde. Le professeur a remarqué avec beaucoup de bienveillance un peu, les économistes sénégalais s'expriment de plus en plus. C'est peut-être une très bonne chose. Mais ils ne s'expriment pas pour converger justement vers des positions communes. Vous êtes une figure justement de l'économie sénégalaise. Je sais que parmi les jeunes économistes, il y en a qui sont passés justement par vos fourches codines. Et peut-être qu'ils vous vouent également un grand respect. Mais quand vous voyez autant d'économistes s'exprimer justement sur les questions nationales et sur les questions régionales même ou internationales, avec des points de vue différents, ça vous inspire quoi comme peut-être attitude? Mais c'est que simplement, la plupart, hein, pas tous, Oui. agissent en tant que militants qui mettent en avant l'idéologie. N'est-ce pas? Et je vous disais beaucoup de trucs, c'est pas de la réflexion scientifique ou prospective sérieuse, Oui. bien qu'il y ait des réflexions de qualité chez beaucoup, je ne vais pas citer de nom, Oui. mais il y a trop de volontarisme et d'idéologie. Et ça n'éclaire pas la chose. Mais qui se prononcent, je les salue. J'essaie de partager d'ailleurs chaque prise de position par-ci et par-là, Oui. pour qu'ils enrichissent aussi la société par leurs réflexions, parce que ce genre de choses, ce n'est pas une affaire de techniciens, d'experts. Là, les gens sont concernés par toutes les politiques, tout ce dont nous parlons. Et il faut quand même que les gens qui sont spécialisés, disons, dans tel ou tel domaine, puissent en parler. Mais d'une manière pédagogique, que ça puisse servir, que ce soit de la pédagogie et que ce soit efficace. Mais c'est une bonne chose que les gens sortent et s'expriment, mais que ce ne soit pas simplement une bataille d'idées. Quand on veut accompagner le gouvernement, parce que ces actions-là, c'est ça, que le gouvernement le comprenne ou pas, les gens qui réfléchissent alimentent la réflexion gouvernementale et contribuent à rendre visibles les pistes à partir desquelles on peut développer des actions réalistes et réalisables. Ça, il faut que les gouvernements le comprennent. Donc, à ce moment-là, il faut les écouter, mais avec discernement. Moi, je salue vraiment cela, mais des fois, ça brouille plus qu'autre chose. Donc, il y a même plus d'intérêt à tirer profit un peu peut-être de cette explosion de savoir et de savoir-faire. Oui, à condition qu'il réaffine, qu'il affine un peu le travail qu'ils font. Je crois que c'est ça. Contrer un gouvernement ou pour le contrer, ou bien être dans le gouvernement, dire « Ah non », rejeter des gens sans les connaître très bien, sans les avoir lus, parce qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui ne les aime pas. Ça aussi, il faut l'éviter. Je crois que
C'est des problèmes très sérieux. Il ne faut pas subjectiviser les problèmes. Je crois que c'est ça. C'est pas subjectiviser les problèmes. Les intellectuels ont été financés depuis leur petite enfance par le pays qui les a aidés à se qualifier, à avoir des formations. Et il y a un retour qu'on attend d'eux, mais ils méritent aussi plus de respect de la part du gouvernement, qu'on ne les rejette pas comme ça. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais simplement je dis que c'est important qu'il y ait une passerelle entre ceux qui gouvernent et ceux qui réfléchissent. Et nous, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Très bien. Et regardez simplement le financement de la recherche. L'État fait ce qu'il peut, mais il y a des... financer de la recherche pour l'État, c'est souvent les universités, mais la réflexion, elle se fait aussi en dehors de l'université, par des groupes de réflexion, des cercles reconnus sur le continent et à travers le monde, qui ont besoin de soutien, et ce n'est pas toujours que le gouvernement leur apporte ce soutien. Je crois que donc, il faut que nous apprenions tous à construire des passerelles pour qu'il y ait ce dialogue entre l'université, l'entreprise, l'État et la société non politique. Je crois que c'est important. Pour être aussi un observateur, parce que vous sillonnez aussi le continent africain de part en part, professeur, il y a une question quand même redoutable qui se pose à nous tous. C'est les vulnérabilités à nos frontières, les fragilités justement des populations vivant aux abords de ces frontières-là. Donc il y a une sorte d'instabilité permanente au niveau de nos frontières. Et vous dites dans quelques-unes de vos réflexions que l'économie est indissociable justement de la sécurité. Est-ce qu'on peut arriver quand même peut-être à être au-dessus peut-être de ces contingences frontalières pour regarder peut-être une perspective beaucoup plus large et englober toutes les économies de façon à ce qu'elles soient interdépendantes? Mais c'est un souci. On a beaucoup écrit là-dessus, sur le problème de la sécurité. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas aller loin sur les problèmes de sécurité. C'est pour ça que, je l'ai dit tout à l'heure, dans leur politique des 4 modernisations, en Chine, il y a l'agriculture, l'industrie, la science et la technologie, mais surtout la sécurité. Et il y a un adage aussi vieux que le monde, contrairement à ce qu'on dit, c'est aussi vieux que le monde. La sécurité précède le développement, surtout lorsqu'on est, que l'on soit individuel, le premier homme ou le deuxième homme ou le troisième, avant d'aller au lac prendre le poisson et tout, vous regardez si vous êtes en sécurité tranquillement. Pour les États, c'est pareil. Il faut quand même avoir une stratégie de défense nationale militaire et non militaire. Ici, on croit toujours que la défense nationale est militaire. La défense nationale est militaire et non militaire. Et là, j'entre dans mon enseignement d'intelligence économique. Elle doit mobiliser tout le monde. Et le premier levier pour la sécurité, c'est l'éducation, l'instruction, la bonne information. Quand on n'est pas éduqué, on ne l'est pas. Moi, j'ai fait beaucoup de travail avec des amis, des Moustapha Kassé et d'autres, quand nous faisions le NEPAD. Notre souci, c'était de vérifier est-ce que le passage entre un pays et un autre se fait correctement. Et quelle est la situation au niveau des frontières. Maintenant, aujourd'hui, il y a des forces déstabilisantes ou de déstabilisation qui viennent déstabiliser. Il faut informer la population, mais surtout qu'il y ait de la formation, bien sûr, mais de la morale au niveau des administrations autour des frontières. Je crois que ça aussi, c'est un aspect qu'il faut soulever quand même. Quand des fonctionnaires payés, et souvent des assermentés, ou des gens qui ont juré de défendre la nation, se mettent à falsifier ou à fabriquer de faux documents, etc. Mais nous avons vécu ça. Ce n'est pas un problème nouveau. C'est très important. Mais en tout cas, je souhaite que le Mali ne tombe pas, que le Niger ne tombe pas, que le Burkina ne tombe pas. Mais nous sommes en danger. Et ce n'est pas un problème nouveau. Avec Amadi Alidien, nous avons écrit un ouvrage sur cette question en 2001 déjà. C'est sorti en 2001, c'est l'Arwatan. Dans mon texte, je disais que sans la sécurité, on n'ira nulle part. La sécurité, maintenant, ça ne peut pas se faire individuellement. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, mais immédiatement, les pays de l'OTAN, les autres, ont compris que aucun d'entre eux ne pouvait se défendre seul.
y compris même les pays qui avaient la bombe nucléaire, sans le parapluie américain. Mais c'est très clair. C'est ça que je te dis. Se défendre, ce n'est pas seulement avoir la bombe atomique, mais avoir une population éduquée qui puisse parer à certaines situations, qui peut parler à toutes les couches de la population, qu'on soit capable de mutualiser les forces, par exemple en CEDEAO dans la sous-région, mutualiser les forces, ça réduit les coûts d'investissement, former les gens, avoir des médias crédibles. Les médias, c'est un facteur essentiel. J'ai parlé tout à l'heure que c'est les idées qui mènent le monde, mais c'est aussi le rôle des médias qui est fondamental. Je ne suis pas dans ces histoires de quatrième pouvoir, mais des médias qui fonctionnent normalement. Personne ne peut imaginer, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, ce que ça apporte à un pays, à une nation. Je crois donc que les aspects techniques de la sécurité, on peut les laisser aux militaires, aux officiers, dont c'est le métier, qui sont respectés à travers le monde, mais travailler sur les leviers éducation, information, disons, ou tous les papiers, tout ce qui permet d'être mobile, et la surveillance sociale aussi, elle se fait. Je sais qu'il y a au Sénégal, nous avons une particularité des daïras dans les quartiers, mais c'est surprenant, si vous les visitez, toutes confréries confondues, moi je fais ce type de travail. Oui, je connais des personnes, des amis à nous, qui sont dans nos groupes qui le font. Fatou Sarr, elle le fait, Pendembo le fait, mais elles peuvent vous révéler des choses que vous ne pouviez pas imaginer. Qui sont des forces Il y a de un contrôle, mais bien sûr, des forces de transformation, de surveillance, de contrôle et de sensibilisation. C'est ça, je crois qu'il faut donc que le gouvernement ait ce genre d'appui dans la société. Moi, je suis sûr que sur la démarche, la méthodologie, la façon de se répandre dans notre société, nous aurions intérêt à écouter au moins très sérieusement Fatou Sarr et Pendembo, par exemple. Je crois que c'est important. Avec le professeur Chérif Salici, oui, on ne sent pas le temps passer. On a du plaisir à l'écouter parce qu'il parle très rarement, pour des raisons effectivement liées à savoir qu'il est. C'est comme ça, parce que dans notre pays, justement, on spécule beaucoup, mais on ne sort pas des idées pragmatiques. Le professeur Chérif Salici donc, était dans nos murs à JDD, qui prend fin aujourd'hui. Et nous donnons rendez-vous donc à nos téléspectateurs et à nos auditeurs donc, pour dimanche prochain. À la partie technique, il y avait donc Abdoulaye Ndiaye et son équipe, dont Moustapha Dramé. Merci, professeur Salici, d'être venu à JDD. Plaisir est pour moi. Je continue à croire à un avenir meilleur pour le Sénégal et à un monde meilleur, nous tous, parce que la paix pour le Sénégal, sans la paix sur la planète, dans le monde, ça n'a pas de sens. Et que aussi au niveau micro, entre nous, qu'on ait conscience de la République. La République, c'est fondamental. La République, c'est elle qui nous unit. Nous travaillons à renforcer nos institutions et que, je l'ai dit là également, être à l'écoute, construire des passerelles, société civile, gouvernement, entreprise, etc. Je crois que ça peut être une voie de salut pour nos différentes nations sur le continent. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. C'est à vous.